Bonjour tout le monde. Quand on pense à la neuroéducation, on peut penser d'une part qu'on va s'intéresser à des événements dans le cerveau qui vont se dérouler sur de très courtes périodes de temps, de l'ordre de la milliseconde ou encore à la rigueur de l'ordre de 2 secondes. Et quand on pense d'autre part à l'éducation, là on se dit bien les événements dans une classe ou l'apprentissage, dès qu'il est observable, va se dérouler sur une période étrangement, en fait, beaucoup plus longue que ça. Donc, quand vient le temps de se dire quel pourrait bien avoir l'impact des neurosciences en éducation, bien, il y a comme deux mondes à réconcilier. Il y a comme deux échelles temporelles extrêmes à réconcilier, tant dans l'interprétation des résultats, tant dans la façon d'élaborer les questions de recherche qui vont toucher à la neuroéducation, et tant dans la façon d'analyser les données qui seront donc issues de ces devis ou tactiques de recherche-là qu'on aura élaborées. Donc, c'est un peu dans cet univers aujourd'hui que je vous amène au niveau méthodologique. Je crois que la thématique du colloque d'aujourd'hui tombe à point parce qu'on réalise là dans les écrits, dans les discours, c'est dans l'air actuellement, la neuro, quelque chose est dans l'air. Dès lors qu'on étudie l'humain, on se dit, bon, bien, il y a des éléments cognitifs à l'humain, il y a des éléments sociaux, mais il y a une base à tout ça qui est le fonctionnement cérébral. Donc, on appose le préfixe neuro à peu près à n'importe quoi. J'étais dans une conversation récemment à l'UQAM avec un collègue qui me disait la neurofinance. Oui, neuromarketing, on l'a vu tantôt. Neuro n'importe quoi, dans le fond, dès que ça touche à l'humain. Ça présuppose donc des sauts conceptuels qu'on commence à faire au niveau méthodologique maintenant, où on en est et où pourrait-on s'en aller. Les écrits récents nous portent à croire qu'il y a des relations foisonnantes présentement entre les neurosciences et les sciences de l'éducation. Et certains vont même jusqu'à dire que la discipline qui est visée par ces échanges-là concerne principalement la psychopédagogie, qui est la discipline la plus cognitive de l'éducation. Bon, ça m'interpelle de façon intéressante parce que c'est ma discipline. En même temps, je me dis, c'est le constat d'un problème, dans le fond. Si on parle de la discipline qui est l'interface entre les deux comme étant la plus cognitive, c'est donc qu'il y a d'autres disciplines en éducation qui posent davantage encore de problèmes pour la neuroéducation. Si on parle de l'agir enseignant ou des pratiques pédagogiques plus larges, on a déjà, le problème va juste en grandissant. Ces auteurs-là vont dire aussi qu'il y a donc la nécessité d'établir des ponts entre les questions de recherche des deux disciplines, tant l'éducation que les neurosciences. On ajoute que c'est par la méthodologie que ça va passer. Et moi, j'ajoute de façon plus précise qu'on a donc une nécessité d'amalgamer les types d'analyse et, par ailleurs, les types de données qu'on va recueillir dans le cadre de ces études-là qui prendront naissance là, dans les sciences, dans la neuroéducation. Il y a évidemment des travaux périphériques dans d'autres domaines, comme je disais tantôt, auxquels on appose le qualificatif de neuro. Par exemple, en neurosciences sociales, ils vont aussi aller dans le même sens à l'effet qu'il y a un échange nécessaire entre les questions de recherche et les méthodologies de recherche bidirectionnelles entre les deux dimensions. Tantôt, on évoquait l'idée de la contribution des neurosciences vers l'éducation. À quelque part, oui, c'est très important, mais il y a aussi l'effet inverse, à savoir quels éléments tirés de l'éducation, méthodologiques et conceptuels, pourront orienter l'aspect neurologique de l'examen de l'apprentissage. Donc, je l'ai dit un peu tantôt, je procède par qualification un peu simpliste. Parlons de l'activité cérébrale qui se déroule, comme je le disais, à très courte échelle. Il y a par la suite, dans l'apprentissage, évidemment, l'activité de la personne qui apprend. Il y a aussi, dans une situation d'apprentissage typique, l'interaction entre plusieurs personnes. Bon, prenons le cas de figure d'un élève qui bénéficie du soutien individualisé d'un enseignant, dans une situation de tutorat, par exemple.
comment peut-on concilier les données disponibles ou envisageables de la neuroéducation pour orienter une activité d'enseignement? Donc, on postule dans les promesses qu'on élabore à propos de la neuroéducation que les résultats tirés de l'analyse cérébrale vont avoir une incidence sur le design éducatif plus au sens large, dans la façon de concevoir des situations d'apprentissage. Oui, il y a ça. Ce qu'on veut aussi, c'est que les questions qu'on connaît déjà, qu'on se pose déjà sur l'éducation, dans le champ de l'éducation, puissent orienter les objectifs de recherche et trouvent des réponses, notamment avec des études neurologiques. Et je pense que le « notamment » fait écho à ce qu'on s'est dit depuis le début de la matinée, à savoir la neuroéducation s'inscrit en complément de ce qui se fait déjà en éducation. Ça, je pense que c'est important de se le rappeler. Donc, un saut technique au niveau de l'architecture cognitive avant que je passe à l'exemple au niveau de la méthode là, que je vous propose ce matin. Newell, dans un livre qui date de 20 ans, a tracé l'agenda des sciences cognitives. Il disait pour 20 ans, mais je pense qu'on en a encore pour un bon 20 ans. Il était un visionnaire. Il disait que la cognition est multiniveau, dans le fond. C'est qu'on a plusieurs niveaux qui sont hermétiques dans un sens et qui vont affecter les opérations aux autres niveaux. Donc, il y a l'activité cérébrale, je le reprends. Il y a à un autre niveau le fonctionnement de la personne au niveau cognitif et par la suite, il y a la partie de la cognition qui participe à l'interactivité entre les gens, par la communication notamment. Ces choses-là, je le répète encore, vont évoluer dans le temps en concomitance, d'une part, par ailleurs, à une échelle tout à fait différente. On parle de l'activité cérébrale, comme je le disais tantôt, millisecondes, l'activité de la personne à plus grande échelle, et l'interactivité entre personnes. Je crois que dans la communication, il n'y a rien qui se passe en bas de la seconde, là. Un tour de parole va durer un certain temps. Prenons ça comme exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Au moins, on peut dire qu'il y a des états associés à chacun de ces niveaux-là. Je reprends l'exemple de la conversation. Je parle, mon interlocuteur écoute, je caractérise, et l'inverse, bon, quand l'interlocuteur parle, bien, l'autre personne écoute. Il y a possibilité de caractériser une situation de communication entre des personnes dans différents états. Évidemment, il est plus complexe que l'exemple que je prends là. L'activité de la personne, j'en arrive à un exemple tantôt. L'activité cérébrale, bonne question. Est-ce qu'on peut caractériser l'activité cérébrale en termes d'état? Et si oui, bien là, on peut dire qu'une zone est activée ou non. Ça, il y a deux états possibles par rapport à une zone donnée. Est-ce que c'est possible de caractériser un état cérébral de la sorte? La question est posée. L'analyse séquentielle maintenant. L'analyse séquentielle, c'est une méthode statistique qui permet d'examiner les transitions de quelque chose qui possède plusieurs états, d'un état vers un autre. Par exemple, ça a été utilisé, ça a pris racine en mathématiques au niveau des théories de l'information. Par la suite, ça a été transposé au niveau des sciences sociales dans l'étude des interactions, notamment mère-enfant ou encore dans les interactions en couple. Le mari réprimande, la conjointe pleure et tout ça, jusqu'où ça peut escalader, ce genre de choses-là. Ça peut être amusant, mais quand même, il y a des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus, à savoir quels sont les tours de parole qui mènent à une progression positive de l'échange ou encore à une progression négative. Maintenant, j'ai vu peu d'exemples récents de l'utilisation de cette technique-là. Par ailleurs, De Jong, que j'ai contacté, lui me dit, il en fait au niveau de l'analyse des formes de discussion. Les threads, là, je ne connais pas l'expression française, mais bon, étant donné tel thread, tel échange, quelle est la probabilité que tel événement survienne là, au niveau du forum de discussion. Pour ma part, je l'ai utilisé en résolution de problèmes, en individuel et en équipe, ou encore au niveau de la régulation de l'interaction en dyade. Je fais quelque chose, ma coéquipière, étant donné ce que je fais, quelle est la probabilité que ma collègue,
que mon coéquipier fasse quelque chose d'autre parmi un éventail fermé de choix possibles. C'est là où j'y arrive avec l'exemple. Le contrôle de la performance, j'ai pris ça comme exemple parmi une foule d'autres. Au moins, ça nous permet d'avoir une interface conceptuelle entre la psychopédagogie et les neurosciences, parce que les deux disciplines en ont traité. Donc, on a là une série de 3 états et les modèles, il y a un modèle prescriptif par rapport à ça qui dit qu'une tâche va être réalisée de façon optimale lorsqu'il y a préparation avant de faire quoi que ce soit, lorsqu'il y a exécution par la suite, et cette exécution-là d'une action donnée, d'une action cognitive ou motrice, là, devrait être succédée par l'évaluation des résultats de ça. On en a parlé un peu tantôt, c'est classique, c'est connu. Donc, on pourrait utiliser l'analyse séquentielle pour dire quand la personne ou la dyade qui fait une tâche donnée, qu'on connaît, est à l'étape de préparation, quelle est la probabilité qu'elle poursuive avec l'exécution de quelque chose par rapport à la probabilité qu'elle s'en aille vers l'évaluation. Évidemment, ce qui est souhaitable, c'est que les probabilités aient dans le sens du cercle qui est prescrit comme ça. Ça, c'est pour la psychopédagogie. L'analyse séquentielle fonctionne bien dans ces cas-là. On a des données qui s'inscrivent dans le temps et c'est possible d'étudier la trace du contrôle de la performance dans le temps sur une période donnée qui peut perdurer durant plusieurs heures par rapport à ça. En neurosciences maintenant, tout autre monde, dans la contrôle de la performance au niveau des neurosciences, généralement se comprend sous le vocable des fonctions exécutives. Ce qu'on a par rapport à ça, qui fait l'interface avec le contrôle de la performance, la régulation de l'action, c'est la résolution de conflits d'une part. Et ce qu'on entend par conflit, c'est entre les plans, différents plans, des consignes contradictoires, des exigences contradictoires, des événements dans la situation d'action, des conditions qui ne sont pas remplies par rapport au plan qui était prévu, ce genre de choses-là. Et d'autre part, on a un système de détection d'erreurs qui sert dans le fond au monitorage dans l'action, à savoir tout va bien, maintenant ça ne va plus bien. Il y a un système comme ça. Donc, on voit que c'est des choses qui se produisent à des échelles complètement différentes. Maintenant, où je veux en venir, où j'aimerais que les études aillent, où j'aimerais que mes études se dirigent, c'est dans, évidemment, les ponts entre ces différents niveaux-là au moyen d'analyse séquentielle. C'est-à-dire, étant donné un certain nombre d'états possibles qu'il faudrait déterminer à l'avance, puis il faudrait que ces états-là doivent être exclusifs et finis. On doit en avoir un certain nombre qu'on peut déterminer, qui sont mutuellement exclusifs, qu'on peut donc caractériser le système à un niveau donné en termes de ces états-là. Ces états-là sont suffisants pour le faire. Donc, l'activité cérébrale, l'activité de la personne par d'autres catégories qu'on connaît. Même affaire pour s'il y avait des éléments sociaux entre des gens. L'idée de l'analyse séquentielle, c'est de déterminer non seulement la probabilité de franchir un état par rapport à un autre à un niveau donné, et ça on peut le faire déjà, c'est aussi de pouvoir le faire à des niveaux différents. C'est-à-dire, étant donné ici un changement d'état au niveau cognitif, okay, la personne fait quelque chose, par exemple planification, en arrive à réalisation, exécution. Il y a un changement dans l'état ici. Qu'est-ce qu'au niveau cognitif contribue à cette transition d'état-là ici? Et ça, on peut l'établir de façon probabiliste avec cette méthode-là. Ou encore, ce qui est possible de faire et que je fais un peu actuellement, c'est de dire au niveau de l'activité de la personne, qu'est-ce qui va concourir à un changement d'état au niveau de l'interactivité entre deux personnes. Et à l'inverse, ça c'est clair, ce chemin-là comme ça est assez clair au niveau conceptuel. On dit évidemment que les bases biologiques vont être au service, mais vont contraindre la cognition et ainsi de suite. C'est possible aussi de faire le chemin inverse, à savoir, par exemple, c'est clair qu'on a un contrôle sur ce qu'on fait, notamment métacognitif.
Donc, à quel point ces états-là ici vont contraindre le fonctionnement cognitif. C'est possible aussi de le faire à travers cette technique-là. Je le répète, qui est probabiliste, c'est-à-dire c'est pas déterministe, c'est probabiliste. Ça donne un peu de marge de manœuvre, mais quand même, c'est une démarche inférentielle qui permet de généraliser, soit dans l'absence d'un nombre paramétrique de personnes dans l'échantillon, de généraliser au corpus de données. Ça répond à une question qu'on avait dans le préambule tantôt. Et si on a un échantillon paramétrique, bien là, on peut évidemment généraliser au corpus de données, mais en plus généraliser à une population donnée, moyennant là, les considérations qui s'imposent de façon conventionnelle. Maintenant, je vous laisse sur quelques questions. J'ai évoqué 3 niveaux. Il y en a plusieurs autres. Combien de niveaux sont nécessaires pour caractériser l'apprentissage? Combien de niveaux sont nécessaires pour en arriver à des considérations qui ont un impact pratique sur l'éducation, qui sont assez macro, qui se déroulent selon des périodes plus longues? Combien de niveaux sont nécessaires entre ce niveau-là et le niveau cérébral qui se déroule en neuroimagerie? Tu me corrigeras, Steve, je pense que c'est de l'ordre de 2 secondes. Combien de niveaux sont nécessaires? Première question. Quelle technique neuroscientifique permet d'établir les états cérébraux? J'ai touché ça tantôt un peu. L'imagerie fonctionnelle donne des bons résultats au niveau de la résolution spatiale. Par ailleurs, au niveau temporel, qu'est-ce qu'on peut faire? À l'inverse, l'EEG, l'électroencéphalographie, va donner des bons résultats au niveau temporel, mais au niveau spatial, où on en est par rapport à ça? C'est sûr que par rapport à ces techniques-là, il y a des modèles mathématiques, notamment au niveau de l'EEG, pour essayer d'améliorer la résolution spatiale de façon mathématique, à partir d'un nombre restreint d'électrodes. On attend ces développements-là avec impatience, bien entendu. Et là, dernière question, peut-on caractériser le fonctionnement cérébral par une trace unique dans un espace de phase? L'espace de phase, c'est le jargon pour dire j'ai un certain nombre d'états donnés et je vais tracer le parcours du cerveau selon ces états-là possibles. Si j'en avais 3 ou 4 ou 5, est-ce que c'est possible de penser de la sorte quand on parle d'une structure aussi complexe que l'appareil cérébral? Je vous laisse là-dessus. Merci.